Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. De toutes les startups bretonnes, il y en a une qui a dépassé les autres en termes de levée de fonds, c'est Léocare, qui a réussi à lever 110 millions de dollars en 2021. Dans l'épisode du jour, Christophe Dandois nous parle de sa startup spécialisée dans l'assurance en ligne, Léocare. Jusqu'à 25% moins cher que les autres assurances sur le marché, avec le même niveau de garantie, Léocare séduit de plus en plus d'utilisateurs en France et en Espagne. Ses atouts, 100% mobile et 100% flexible. La souscription se fait en quelques clics sur votre smartphone, tout comme la gestion des sinistres. Au moindre changement de situation, vous pouvez facilement ajuster votre niveau de garantie. C'est ce qui différencie Léocare des autres assurances et qui nous a donné envie de tendre le micro à Christophe. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour à vous deux et merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi de nous faire profiter de ta présence dans ce nouvel épisode de Plein Phare. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Léocare, s'il te plaît ? Je suis Christophe Dandois, j'ai 51 ans. Souvent avec mes copains je rigole en disant que je suis né parmi les dauphins au bout de la pointe de Bretagne, à côté de la pointe du Raz. Bien évidemment c'est faux. Une formation pur produit breton, école en Bretagne, école d'ingénieur l'ECAM en Bretagne. Une formation un peu plus loin aussi à l'IAE de Rennes, bien évidemment, et plutôt un background d'ingénieur en informatique, avec une première création d'entreprise en 2001, avec Laurent Samarc et Hugues Mély, donc la société Niji à Rennes, okay. Et en 2017, Léocare. Est-ce que tu peux nous rappeler concrètement le principe d'une assurance ? Alors, déjà, premier point, en France, dans d'autres pays il y a des contraintes différentes, mais par exemple l'assurance automobile, c'est obligatoire. Donc si on peut partager déjà un message, ceux qui pensent qu'en laissant la voiture dans le garage, il ne faut pas l'assurer, eh bien c'est grave pour eux parce que c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. La responsabilité civile, c'est que ça m'engage moi vis-à-vis d'un tiers en termes de conséquences de mon véhicule ou de ma maison. Donc une assurance, ça protège à la fois le tiers et ça protège moi, mes biens et ma famille. Donc on pourrait dire que c'est pas une option. Tout l'enjeu, finalement, c'est de bien la choisir. Voilà. Est-ce que toutes les assurances sont obligatoires ou est-ce qu'il y en a qui sont optionnelles ? Il y en a qui sont optionnelles. Prenons l'exemple de la voiture. La fameuse assurance, comme on l'appelle tiers, qui est la responsabilité civile, elle est obligatoire. Mais toutes les options au-dessus, que ce soit le pare-brise, je ne suis pas obligé d'assurer ma voiture contre les accidents que je vais créer tout seul. Ça s'appelle souvent, on dit le mot tout risque. Donc il y a souvent des obligations de base. Les obligations légales sont pour protéger le tiers, mais si moi, je ne veux pas assurer ces biens contre ce que je suis capable d'avoir en propre, la loi ne m'y oblige pas. Après, il y a des choses comme le mobile, tout le monde sait que c'est pas obligatoire, bref, il y a tout un ensemble de détails, mais en gros, tout ce qui roule et dans lequel on peut être confronté à un accident auprès d'un tiers, la loi n'oblige. Et le financement, c'est quoi ? C'est le principe du pot commun, c'est ça ? Chacun verse une cotisation ? On regroupe tout ça et en fonction des besoins derrière, c'est redistribué ? Tu as raison Yann, c'est une question assez stratégique du moment sur le fait que le modèle français puisse perdurer. Parce qu'il y a des modèles différents, il y a un modèle français et des modèles autres. C'est-à-dire qu'on a construit, l'assurance, ça démarre, je crois, à l'histoire, je ne suis pas une personne de l'assurance, mais on dit que l'assurance est née en voulant couvrir les bateaux, c'est comme ça que l'assurance est née. Pour couvrir les vaisseaux qui partaient notamment dans l'Atlantique. Notamment en après-guerre, on a créé un modèle qui s'appelle Mutuelle 45, qui est propre à la France. La France a à peu près 3 grandes typologies d'assureurs. Il y a les assureurs que l'on connaît traditionnels, il y a les banques assureurs et il y a les mutuelles. Donc on peut être fier, la France, par rapport au marché mondial de l'assurance, est le pays pour lequel, pour 1 euro souscrit, payé, j'ai le plus haut niveau de couverture. J'ai pas dit que c'était le prix le moins cher en Europe ou dans le monde, j'ai dit que pour 1 euro investi, c'est celui qui nous couvrait le mieux. Ouais. Et donc, on a réussi à faire ce modèle solidaire, appelons ça communautaire, qui permet en effet, par exemple, si on prend les assurances sur la partie MRH, avec tout ce qui se passe avec les argiles, tout ce que l'on a pu lire, je fais une petite parenthèse, j'invite vos auditeurs de ce podcast à lire le rapport notamment de Sandrine Rousseau, qui
qui est député représentant du Parlement sur ce sujet des argiles et de la sécheresse, qui est en train de montrer que le modèle économique, notamment sur les catastrophes naturelles, est en train d'être totalement déséquilibré, ce qui peut produire une problématique de capacité à continuer à couvrir certaines zones de la France. Donc oui, notre modèle est un beau modèle solidaire, permettant d'avoir les vases communicants, en considérant que ceux qui ont un peu plus d'accidents payent moins et ceux qui en ont moins payent un peu plus, c'est clair. Mais globalement, ça permet d'avoir un modèle, on va l'appeler plutôt social, équilibré, contrairement peut-être à d'autres pays. Et justement, toi, c'est quoi ta vision de l'assurance? C'est quoi les valeurs que tu voudrais voir transparaître dans l'assurance, notamment via Leocare? Alors, ce que fait Leocare, c'est mettre les technologies au service du bien-être, de la prévention et de la protection. Le monde de l'assurance est né pour couvrir des biens. Et quand on regarde l'évolution que l'on avait, notamment de sa voiture, de son vélo, de sa maison, on a été habitué à être propriétaire et en faire un plein usage. Ouais. Ce qui amenait que ce modèle du passé, c'est je paye un montant forfaitaire, linéaire, parce qu'on ne faisait pas de distinction sur l'usage. Ce qui est en train de se passer, c'est à la fois ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a une évolution des fréquences des catastrophes, il y a l'inflation qui est en train d'impacter, la voiture électrique qui est en train d'arriver coûte beaucoup plus cher en termes de réparation, et le troisième point, vous l'entendez de plus en plus, tous les constructeurs automobiles distributeurs ne cherchent plus à nous vendre une voiture, mais nous vendre un abonnement qui permet à la fois de pouvoir changer de voiture, faire pourquoi pas une électrique à Brest pendant la semaine et prendre une thermique parce que je vais faire du kitesurf à la Pointe du Raz et c'est plus confort pour moi de prendre une voiture thermique. Eh bien, ces trois enjeux que je suis en train d'exprimer là, ils remettent en cause quelque part ce modèle linéaire. Et quand on dit que Leocare amène les technologies au service du care, c'est grâce à Leocare, avec mon application dans la poche, je réponds à cette problématique qui est par exemple qu'avec un contrat, j'ai ma voiture électrique et mon vélo. C'est par exemple, je vais prendre Yann, il est en face de moi, je vais lui laisser ma voiture, il pose son permis sur la table, on prend en photo le permis de Yann, et Yann repart avec la voiture de Christophe, sans impact, etc., etc. Donc pour répondre à ta question, c'est finalement la capacité d'adapter l'assurance qui était jusque-là quelque chose de linéaire, à la prise en compte à la fois de l'évolution des fréquences, qu'on appelle les fréquences au sens des sinistres, et la prise en compte de nouveaux usages. C'est pour ça qu'on dit en synthèse que Leocare, c'est à la fois la simplicité, tout le monde maîtrise avec son pouce le mobile, la simplicité de mettre toutes les assurances des biens de la famille, la voiture, la moto, la maison, le smartphone des enfants, etc., au même endroit, flexibilité pour ce que je viens de dire, je la prête, je baisse mes garanties. Il fait pas beau à Brest pendant les 3 prochaines semaines, ce qui est faux, il va faire des soleils magnifiques. Tout à fait. Toujours. Pourquoi payer toujours aussi cher l'assurance de ma moto, puisque je n'ai pas besoin des mêmes garanties, donc je vais baisser mes garanties sans appeler mon assureur, etc., en toute autonomie, cette flexibilité et prévention et protection, c'est-à-dire des services de technologie, géolocalisés, etc., qui me permettent de me prévenir l'accidentologie. Donc voilà ce que propose Leocare aux consommateurs. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas un homme de l'assurance. Leocare, ce n'est pas directement un assureur, puisque vous êtes adossé à Generali et à Allianz. Et à AXA. Et à la parisienne, à Wacam, et encore d'autres acteurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de passer par Leocare plutôt que d'aller voir directement ces compagnies d'assurance, d'aller frapper à leur porte et de souscrire directement un contrat auprès d'eux? Eh bien, c'est ce que je viens de dire précédemment. C'est-à-dire que quand, par le passé, on gardait la propriété de sa voiture avec un usage constant, quand on n'était pas dans une disposition de ce qu'on appelle multimodalité, le télétravail, on est plus présent dans la maison, on va bouger d'un endroit A à un endroit B. Si on veut adapter tout ça avec un modèle ancien, ça veut dire que, excusez-moi cette vulgarité, on va payer plein pot pour tout ce que l'on veut faire. Ce qu'est capable de faire Leocare sans porter de jugement à nos historiques assureurs et partenaires, eux ne sont pas capables de le faire. Donc nous, par les technologies, on répond à un besoin client et les gens que tu as cités sont des partenaires de Leocare. Ça veut dire qu'ils portent le risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on définit le produit, on le distribue sous la marque Leocare au travers de l'application avec son petit pouce, on le gère, on est très fiers de dire que on a le label Centre d'appel 100% France, qui est un label avec l'AFNOR,
à Cesson-Sévigné, donc à Rennes. Toutes nos équipes, service client, gestion de sinistre sont à Rennes. Et on s'appuie sur des partenaires financiers pour porter le risque de produits et des biens assurés. Donc pour répondre très clairement à ta question, un client qui va acheter un assureur historique, il aura un contrat, une assurance, mais il n'aura pas l'autonomie, la simplicité et aussi la compétitivité tarifaire et l'adaptabilité qui est liée à ses usages. Et qu'est-ce qui fait que les historiques, justement, ne soient pas positionnés directement sur le marché ? Alors, pour répondre à cet aspect d'usage, l'aspect temps réel, on comprend bien que l'enjeu, ça s'appelle de l'informatique, des technologies, de l'IT, on lui donne le nom qu'on veut, le legacy, etc. etc. Si on fait un parallèle, on est à Brest, on est chez Arkea, soyons clairs, dans le monde de la banque et de l'assurance. Ouais. Ce qui se passe, c'est que le monde de la banque a été un monde toujours connecté. La banque a toujours été interconnectée, ce qui fait qu'assez vite, finalement, les banques se sont mis entre guillemets à jour par rapport aux néo-banques. C'est ça, et les banques en ligne, c'est des émanations des banques traditionnelles pour la plupart. Les assureurs, eux, n'ont jamais été connectés. Un assureur, ça fait son produit tout seul, il n'y a pas d'interchange, il n'y a pas je te prête des garanties en temps, etc. Non. Donc la problématique de ce legacy, c'est que ça ne permet pas de répondre à des problématiques temps réel. Ouais. Je te donne un autre exemple. Aujourd'hui, comme vous le savez, depuis 2015, toutes les voitures sont connectables. C'est obligatoire, c'est la norme européenne. Grâce à ces données connectées, RGPD, si on accepte de les partager, on peut faire tout un ensemble de services amont, prendre rendez-vous en amont pour la maintenance de son véhicule, mais aussi toute une notion d'usage, de géolocalisation, etc. Eh bien, envoyer en temps réel des informations de type comportemental à un assureur, ça n'existe pas. Il n'a pas la capacité de son IT d'intégrer le produit que tu es en train de vouloir consommer dans l'assurance et le comportement que tu es en train de faire pour pouvoir impacter en temps réel ou à l'usage ou à l'abonnement ton mode de... Donc pour répondre à ta question, c'est leur IT qui est, on va dire, stable, physique, je ne veux pas prendre de jugement qui serait mal jugé de ma part, mais qui n'est pas capable de répondre à cette notion de temps réel. Et l'avenir de l'assurance, elle passe par les technologies. Bien sûr. Ouais. Je fais une petite digression de mes 51 ans. En étant passé avec Hugues et Laurent à la construction de Nigir, on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on a vécu toute la vague digitale, qui a commencé dans les télécoms, qui est arrivée après dans le monde de la télé, du replay, de l'électricité, du gaz, etc. Donc on voit bien que c'est une vague, et le monde de l'assurance, c'est là, entre guillemets, le dernier ponton qui n'avait pas encore connu la vague digitale. Ouais. Donc ça aussi, c'est pourquoi on est là. C'est qu'aujourd'hui, les comportements obligent à répondre à cette problématique et on est les derniers à en bénéficier. Ce qui prouve, la réponse à ta question, que leur IT n'est pas encore préparé. Quel est le temps nécessaire pour le faire ? 5 ans, 10 ans ? Chacun ses problèmes. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de créer Léocare, le fait qu'il y a un besoin auquel on n'avait pas encore répondu et du coup le challenge d'y répondre ? Quand je partage avec Hugues et Laurent en 2014 que peut-être trop de frustration en moi d'être le partenaire de marque B2C mais de ne pas être celui qui va jusqu'au bout est un élément de la création de Léocare. Avoir envie de profiter de tout ce que nos clients, tout ce que mes collègues m'ont appris pour travailler un business model avec Noureddine Bekrar, qui est l'autre cofondateur de Léocare, pour projeter les technologies dans un secteur qui n'a jamais mis les technologies au cœur de sa stratégie. Donc quand on a vu, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui a eu l'impact quand on pense à la convergence ou au digital, on achetait, rappelez-vous, les télécoms à la minute, et grâce à la DSL, on a mis dans le même tuyau le téléphone, l'internet et la télé. On regardait la télé à 20h devant Poivre d'Arvor et d'un seul coup replay, fini, terminé, tout ça balayé. On a ouvert la concurrence en 2007 avec le Linky, etc. Donc là, on voit bien que ce qui nous pousse avec Noureddine à avoir créé Léocare, c'est toute cette expérience digitale par la technologie au service du consommateur avec un nouveau modèle pour répondre à de nouveaux comportements. Et cette synthèse-là qui nous a amené à regarder que finalement l'assurance, c'était quand même un sujet grand public, mais qui était vu comme une commodité. C'est un truc qu'on paye tous les mois, tous les ans, et on se dit mais pourquoi je paye ? Ah oui, mais parce que dans 4 ans, en effet, je serai confronté à un accident et je serai content, entre guillemets, d'avoir payé pour rien pendant ce temps. Eh bien, nous on dit, on va continuer bien sûr cet enjeu de protection, mais on va passer à un modèle de commodité, qui est quelque chose d'obligatoire que je paye sans usage, à un modèle serviciel qui fasse qu'avec Léocare dans la poche,
Eh bien, avant de partir, quand je vais quitter Brest pour repartir en vacances, Léo Caire me fait un push en disant « Christophe, vérifie l'état de tes pneus. 6-7% des accidents mortels en France sont dus à des pneus défectueux. » En prenant photo des 4 pneus, en 5 minutes, Léo Caire me donne la visibilité de mes pneus. Léo Caire, grâce à l'open data du ministère des Transports, a mis en place un service qui s'appelle TechCare. Eh bien, quand je conduis, Léo Caire, si je l'accepte, me fait un push en disant « Attention, je suis dans un contexte d'accident. » etc., etc. Donc, la synthèse, on a voulu faire Léo Caire pour mettre la technologie au service des consommateurs, pour finalement être capable de faire perdurer un modèle assurantiel, plutôt solidaire, communautaire, en s'appuyant sur les technologies. Alors justement, pour préparer, on a un petit peu regardé comment souscrire à Léo Caire. Il y a très peu de questions. Est-ce que c'est toutes ces plugs de technologie à côté qui vous permettent d'avoir un parcours d'achat aussi bref, avec juste quelques questions, pour obtenir un tarif assez précis? C'est en effet parce qu'on mélange à la fois la partie digitale et la partie assurantielle. Le mail avec lequel je me connecte, mon mail personnel qui se ressemble plutôt à mon prénom et à mon nom, hein, c'est un mix des deux, c'est pas Totov2929. Le canal avec lequel je viens vers Léo Caire, est-ce que c'est du SEA, est-ce que c'est Facebook, est-ce que c'est Snapchat, est-ce que je suis parrainé, est-ce que je suis venu directement en organique ou est-ce que je suis venu sur la marque, voilà. L'heure à laquelle je l'ai fait, les questions que j'ai modifiées, hein, j'ai mis que j'avais 45 ans, puis je suis revenu en arrière, j'ai remis 51 ans, puis j'ai vu que le prix était différent. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas, entre guillemets, assurantiels, mais qui sont tout autant pondérants pour arriver à faire le tarif. Et donc, pour répondre à ta question, c'est justement parce qu'on mélange digital, comportement et le nombre de questions limitées que mixé, on est capable d'offrir cette expérience client. Donc il ne faut pas mentir pour avoir un meilleur tarif à une assurance. Exactement, parce que la machine, elle le sait. Hein. Quelqu'un qui dit, par exemple, qui démarre en mettant un coefficient de bonus-malus à 0,8, 50 ans, et qui revient en arrière et qui met 27 ans et 1, ou à l'inverse, c'est parce qu'il a compris que c'était mieux et moins cher, etc. De toute façon, on vérifie derrière, bien sûr, par l'antériorité, mais la machine le sait, le dit, et ce type de comportement montre quelque part une fraude, hein, et je n'irai, on n'est pas là pour faire un cours d'assurance, mais je n'invite personne à frauder, entre guillemets, parce que ce que l'on croit gagner à court terme, on le perdra à moyen terme, comme oublier par exemple de mettre une extension de maison qu'on a fait avec une pièce en plus, ça a des conséquences, si jamais la maison disparaît, on va faire des prorata, etc. Donc on invite, dans un moment, bien évidemment, quand on parle de pouvoir d'achat, je comprends très bien que pour certaines personnes, payer 30 euros ou 40 ou 50 euros par mois, cet écart est beaucoup. Ça représente un repas, ça représente une activité pour les enfants, etc. Donc tout ça, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de leçon de morale à cet endroit. Au contraire, on est très responsable quand on le fait. Mais j'ai envie d'utiliser le mot criminel, de vouloir jouer avec ça, parce que c'est vous, votre famille qu'on protège. Et nous, ce qu'on amène à faire, c'est qu'il vaut mieux essayer de gagner de l'argent parce que peut-être qu'on n'a pas besoin d'être en tout risque tout le temps, peut-être qu'on peut être au tiers de temps en temps, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir une assurance qui couvre 60 000 euros de biens dans la maison, peut-être que c'est que 10, et peut-être que pendant les vacances, j'en sais rien, on récupère toutes ses bagues, ses bijoux, le tableau de la mamie, et donc il n'y a en gros plus rien dedans, on met 0 pendant le temps. Il y a plein de façons, et c'est ce qu'on apporte, tout en disant aux gens, surtout ne jouez pas avec ça, parce que à la fin, c'est toujours les mêmes qui perdent ou qui gagnent. Bien sûr. Tu parles d'argent, de pouvoir d'achat, et justement sur le site Léo Caire, il est écrit que vous êtes 25% moins cher que les autres assurances à garantie équivalente. Comment est-ce que vous faites pour afficher ce 25% moins cher? C'est quand même beaucoup. Alors, soyons clairs, on n'est pas 25% moins cher pour tout le monde. Hein. Bien sûr. Hein, voilà. On a constaté, et il y a des fois très clairement, Léo Caire peut être plus cher, et des fois, on peut faire gagner plus de 25%. Hein. Donc, soyons très, très objectif par rapport à ça. Comment fait-on? Déjà, quand on regarde la chaîne de valeur du monde de l'assurance, hein, il y a souvent l'agent, le courtier, le distributeur, hein, donc on pourrait presque l'appeler le commercial. Si on m'entendait, je pense qu'il y en a qui vont me haïr de dire ça. Il y a celui qui gère, et gérer, c'est quand même la qualité de la gestion de mon contrat, de la gestion du sinistre. Il y a toute l'équipe qui fait la production du produit, de l'IT, de l'informatique, etc. Et puis, il y a une partie, on va dire, la partie risque, celle qui financièrement organise le fait que je donne de l'argent, je collecte
je sais, entre guillemets, bien la placer pour faire que quand il y a un sinistre, je puisse la ressortir et avoir l'impression d'assumer finalement l'engagement. Voilà si je fais très simple cette chaîne. Qu'est-ce que fait le digital ? On comprend bien que pour assurer une 3008, la valeur ajoutée de l'humain pour assurer une 3008, elle est quand même assez réduite. Ouais. On pourrait avoir une voiture de collection, on pourrait avoir une maison avec une cave à vin, un toit de chaume, enfin voilà, je pense qu'il y a des spécificités pour lesquelles Léo Caire n'est pas du tout la cible. Mais je dirais dans l'usage commun à la fois de l'habitation et de la voiture, la valeur ajoutée d'un agent, d'un courtier de proximité n'est pas très forte. Parce que là, c'est bête et méchant, c'est les critères. Voilà, elle a 4 roues, elle a un état. En plus, on propose même de prendre les photos, ce qui est encore mieux parce qu'on a l'état directement du véhicule, etc. Donc, il y a cette partie amont, elle est totalement digitalisée là où il faut rémunérer cette partie-là. La deuxième partie que j'ai exprimée, qui est la partie gestion, donc le fait que tout à l'heure je voulais prêter ma voiture à Yann, peut-être que je fais une erreur, mais c'est automatique, alors que normalement Yann aurait dû appeler son agent, son courtier pour dire, ou moi plutôt en disant attention, j'ai prêté ma voiture à Yann, voilà, on est bien d'accord, je n'aurai pas de surfranchise en prêtant la voiture à Yann, etc. etc. Donc là, je fais ça tout seul, comme hiverner ma moto. Pas besoin d'appeler ou demander ou de faire un mail, parce que derrière, c'est quand même des gens qui vont répondre, etc., etc. Il y a la partie sinistre, où là aussi, on est capable de tout automatiser. Ça veut dire que quand on déclare son sinistre avec Léo Caire, on prend en photo son pare-brise, on prend une photo pour montrer que c'est la bonne plaque d'immatriculation sur le pare-brise. Les technologies, on y reviendra peut-être aussi, elles servent aussi à la fraude. La fraude à l'assurance, il y a des réseaux de fraude à l'assurance, il y a des gens qui fraudent. On ne sait jamais si c'est entre 7 et 10%, mais quand le marché des biens en France pèse 31 milliards, je vous laisse apprécier ce que pèse 7 à 10%, on voit ce que ça coûte. Et tout ça, qu'est-ce qui paye à la fin ? Soyons clairs, c'est le client. Voilà. Donc c'est la deuxième partie qui est automatisée. Et puis, il y a cette partie IT, informatique aussi. Donc quand on est un acteur digital qui est né comme Léo Caire, sans legacy, et qui a cherché à avoir de bout en bout tout automatisé, avec tout ce que je viens de dire, le coût de l'agent, la gestion, le sinistre et l'automatisation de l'IT, c'est sur cette partie-là qu'on est capable de maximiser, je dirais, de redonner quelque part cette digitalisation dans la poche de l'assuré ou du citoyen. Et puis en parallèle, c'est aussi par les technologies de faire un modèle qui est pérenne. C'est pas le tout de vendre une assurance pas chère. Encore faut-il que ce qu'on a collecté en termes de primes équilibre le modèle entre les primes et un modèle, souvent on le regarde sur 4 à 5 ans par rapport à ses clients et ses segmentations. Donc l'objectif n'est pas d'être un cost killer et de fuir ses engagements, il est dans le temps et il est justement de montrer aux acteurs historiques que par le biais du digital, par le biais de la connectivité sur la dimension comportementale et du socle technologique, on va pouvoir accompagner, à la fois répondre aux besoins du client, mais aussi de faire un modèle pérenne pour répondre à ces aspects de fréquence climatique, inflation, etc. Et le fait que tout soit digitalisé, est-ce que vous n'avez pas des retours de clients qui sont un petit peu perturbés ? Parce que l'habituation, c'est justement, comme tu le disais à l'instant, tu as un sinistre, tu appelles ton assureur, tu as une question, tu veux prêter ta voiture, tu appelles ton assureur ou tu vas le voir. 50% de mes collègues sont au service client et indemnisation. Donc plus de la moitié de l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes et des hommes, à Rennes, à Cesson-Sévigné, à côté du métro Cesson-Via-Silva, qui vraiment répondent. Je rappelle que je disais tout à l'heure, on a le label Centre d'appel 100% France. Donc on va même plus loin, on a des partenariats avec le Pôle emploi, avec l'école 301, on sort la deuxième promo de gens qui sont en réinsertion et que l'on forme pour réintégrer Léo Caire, le monde de l'assurance. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? C'est de se dire que aller faire un devis pour sa 3008 ou pour son appartement, ça s'automatise. Je reprends le cas, je te prête ma voiture, c'est pas la peine d'appeler, ça s'automatise. Par contre, l'humain doit être présent à des moments clés. Donc, prendre en photo son pare-brise parce qu'il est cassé, la valeur ajoutée d'appeler quelqu'un, je pense que peut-être qu'on est d'ailleurs largement meilleur qu'un responsable d'indemnisation pour prendre des photos de son pare-brise. Voilà.
Lui, il est là pour analyser les conséquences. Donc, ce qu'on faisait avant, c'est que finalement, on vous appelait ou vous appeliez pour dire qu'est-ce que je dois envoyer. Alors, je dois envoyer la photo de pare-brise, je dois envoyer la proposition de devis, etc., etc. Tout ça, on dit tout simplement, vous savez le faire. Vous le faites tous les jours des milliers de fois sur Instagram, etc., etc. Donc, on vous propose juste en amont, à l'ouverture, on vous explique ce qui va se passer, photos, vidéos. En plus, au moment où ça vient de se passer, en-delà de l'aspect corporel, bien évidemment, vous le maîtrisez parfaitement et on va faire intervenir l'humain. Vous allez avoir une personne attitrée, puisque aujourd'hui, dans notre organisation de gestion de sinistre, nos collègues ont des portefeuilles. Ce qui fait que pour moi ou pour vous, ça va être Christophe qui va gérer votre sinistre de bout en bout. Même si Christophe ne va pas intervenir tout le long parce que l'analyse des photos, l'analyse d'un document, une carte grise aujourd'hui, les technologies OCR permettent de reconnaître les éléments et la véracité qui sont derrière. Donc c'est un vrai mix entre le digital qui permet d'automatiser et quand même de me rendre autonome pour ne pas avoir besoin de faire des choses qui semblent... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on n'appelle plus sa banque quand même pour le solde de son compte. Je pense que ça fait quand même un bout de temps qu'on ne le fait plus. Pourquoi appeler son assurance pour mettre sa voiture au garage? Alors qu'en effet, il y a des moments clés où on a envie d'être rassuré par l'humain. C'est ce qu'on propose. Tu as réalisé plusieurs levées de fonds, notamment une levée de fonds qui vous a apporté 110 millions de dollars en 2021. Et c'est la somme la plus importante levée par une start-up bretonne. Comment est-ce que vous avez réalisé cette prouesse? Alors, comment un plouc arrive à lever des fonds? Je ne l'ai pas posé comme ça. Pour répondre, il faut un petit peu de temps, si je peux me permettre. Donc, d'abord, avec Noureddine Bekra, quand on a créé Léo Caire, on l'a fait avec notre argent. Donc, on a mis notre argent sur la table pour démarrer l'entreprise. Et puis après, donc, on a fait un tour, ce qu'on appelle un tour de seed, qui est le premier tour, où on est allé voir des fonds et dont la plupart nous ont dit écoutez les garçons, c'est sympa, mais c'est un peu trop tôt. Et donc, le tour seed a été fait par 23, ce qu'on appelle business angels, qui sont aujourd'hui tous réunis dans une structure qui s'appelle Léo Caire Friends and Family. Donc ces premiers-là nous ont permis bien évidemment d'accélérer Léo Caire, tout en sachant que des fonds étaient déjà venus, entre guillemets, voir ce qu'on était en train de faire. Mais c'est des gens qui nous ont suivis dans le temps, entre le seed et puis ce qu'on appelle souvent le tour A d'une levée de fonds. Et puis au moment où on s'est présenté en tour A, eh bien, de manière assez drôle, c'est ceux qui nous avaient fait no-go en seed qui ont fait go en A. Donc des gens qui nous ont suivis finalement pendant près d'1 an et demi et qui ont vu, sur la base de ce qu'on avait posé sur la table, ce qu'on était capable de délivrer, faire. Ça s'appelle la confiance, ça s'appelle de la transparence, ça s'appelle aussi être capable de parler de ses difficultés. C'est sympa la réussite, mais souvent c'est une dérivée, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans, donc ça aussi il faut savoir faut que l'autre puisse l'entendre, celui qui est de l'autre côté. S'il ne peut pas l'entendre, c'est compliqué, donc l'histoire devient tendue. Quand on a fait le tour A, il y a des gens qui ont fait aussi no-go en disant un peu trop tôt. Et ces gens nous ont suivis pendant 1 an. Et ces mêmes gens qui nous ont suivis pendant 1 an, qui ont fait no-go au tour A, eux ont dit oui au tour B. Et donc, pourquoi on a réussi finalement à faire ces levées? C'est qu'on ne s'est pas mis en situation de faire une levée. On n'était pas à fond à un moment, on arrête tout, on fait un pitch deck et on y va. On a, je crois, travaillé tout le temps, dans le temps. On a coutume d'appeler ça des tea time, où tous les mois, tous les 2 mois, quand ces partenaires, parce que ce sont des partenaires, 1/2 heure, 1 heure passée par Paris, et venaient vers nous, où vous en êtes, etc., etc. Ce qui fait que, au moment, quel que soit d'ailleurs le tour, que ce soit seed, que ce soit série A, série B, on a décidé que c'était le bon timing pour Léo Caire. Eh bien, comment dirais-je, la période de séduction était déjà passée, elle était déjà faite, et tout l'enjeu était plutôt d'expliquer par rapport à où on en est, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, etc., etc. Donc, je crois que c'est ça c'est le premier point qu'on a fait cette levée. Le deuxième point, soyons clairs, on l'a fait dans un contexte presque au sommet de la dynamique, je dirais, de levée de fonds mondiale. Je pense qu'il faut être très honnête qu'on n'arriverait pas à le faire aujourd'hui dans le contexte actuel. Il faut avoir la transparence et l'humilité de le dire. Troisièmement, on est dans un contexte mondial où vous savez que les taux de l'argent, là où à l'époque l'argent était rémunéré 0,5%, aujourd'hui presque à 4% sans risque par an, vous l'avez. Donc cet écart-là fait aussi que l'argent au sens l'argent pour le risque
à coût plus important. Donc le cash, on dit souvent cash is king en ce moment plus que jamais. Ça veut dire qu'il est plus difficile de lever, non peut-être 10, mais plutôt 1 ou 2. Et puis le quatrième point, par rapport aussi à cette levée, c'est une notion de valorisation. C'est vrai aussi, on voit qu'aujourd'hui, les notions de valorisation sont un vrai sujet de difficulté, savoir où positionner le curseur entre la valeur que vous dégagez, le chiffre d'affaires, la perspective, la valorisation et l'argent dont vous avez besoin au regard de la valorisation elle-même telle qu'elle est aujourd'hui. Donc peut-être que toute humilité, le petit tips qu'on peut partager dans votre podcast, c'est de dire que finalement, on ne lève pas de l'argent à un moment. D'abord, soyons humbles, c'est pas vous qui décidez que vous allez avoir de l'argent peu ou prou, il y a quand même des gens en face qui analysent, qui ont une histoire, un fonds, des fois il peut être en fin de fonds ou en début, enfin il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, et encore plus je pense aujourd'hui. Donc je pense que c'est essayer tout d'abord de créer une confiance, une proximité de manière récurrente, s'assurer que la personne qui est en face de vous maîtrise ce secteur, que dans le temps elle comprend quelle est votre valeur dans la chaîne de valeur. Donc c'est tout ça qui, ça ne veut pas dire qu'on réussit, mais en tout cas met un maximum d'éléments de son côté pour réussir à faire une levée. Et cette levée qui est un mixte entre de l'equity, donc de l'argent dans la table de capite, et de la dette, soyons très, très clairs, et d'ailleurs la dette qu'on n'a pas cherché à lever au regard du contexte actuel. Est-ce que vous êtes structurellement rentable aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on arrive à un moment de l'histoire de Léocare où le portefeuille de Léocare couvre les coûts de l'entreprise. Et l'argent qu'on a levé sert à faire de la croissance. Donc je ne dis pas que l'entreprise est rentable, ce n'est pas le cas, mais le portefeuille de Léocare couvre les coûts de... Si on voulait donner une image, si on décidait de s'arrêter là et d'être satisfait de ce qu'on a, on serait rentable. Mais ce n'est pas du tout l'objectif de l'entreprise. Aujourd'hui, on est près de 150 000 clients, on a après un peu plus de 60 millions de portefeuilles. Ce n'est pas du tout la cible qu'on s'est donnée, ni d'ailleurs avec nos investisseurs, ni ce pourquoi avec nos Redin on a lancé Léocare. Pour un pure player comme Léocare, j'imagine que l'e-réputation est encore plus importante que pour une assurance traditionnelle. Comment est-ce que vous la gérez ? Alors, aujourd'hui, tout ce que je dis bien sûr est facilement vérifiable. On a 23 000 avis quand on cumule Google My Business, Apple Store, Google Play et Trustpilot. Ça va faire 23 000 avis aujourd'hui sur Léocare. En moyenne, ça dépend des mois, entre 4,4 et 4,5. Ce qui fait de Léocare l'assurance en France qui a le plus de notes en volume et la mieux notée. Ça c'est très factuel, il suffit de se connecter, ça se vérifie très simplement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fois, bien évidemment, il y a des équipes dédiées sur cet aspect de réseaux sociaux pour répondre et de réactivité, que le service client a un enjeu derrière de réactivité, que ce soit le chat, la réponse, etc. Il est vrai que, de par notre croissance, on a eu des moments où on n'a pas été au niveau du standard qu'on s'est donné. Ça ne veut pas dire qu'on était moins bien que les assureurs traditionnels, mais on s'est donné un standard. Et oui, par la croissance, on peut, si je peux me présenter même mes excuses à certains clients ici, je le fais, on n'a pas toujours été dans la réactivité au niveau où on l'a souhaité. C'est un peu, entre guillemets, victime de son succès, de sa croissance. Donc ça c'est le cas. Comment est structurée l'entreprise pour faire ça ? Il y a à la fois une équipe dédiée marketing com qui travaille sur les réseaux sociaux. Il y a la partie service client qui est là, bien évidemment, pour amener la réactivité. Et on a, appelons ça simplement un CRM, Selligent pour ne pas le nommer, qui propose aussi aux clients, post-souscription, post-sinistre, tout simplement de noter Léocare, soit par le biais d'un NPS, soit par le biais des fameuses étoiles sur les réseaux sociaux. Et oui, ces contributions, tout aussi important que le parrainage, par exemple, chez Léocare aussi, on peut parrainer ses proches. C'est un versement pour le parrain et pour le parrainé, là aussi parce que c'est important. Oui, ça c'est une tradition justement des néobanques et des néo-assurances. Tout le fonds s'est rentré dans les standards, non ? C'est-à-dire que d'autant plus dans l'assurance, entre guillemets, un bon parrain, pas celui qui a fait 5 pare-brises dans l'année, mais un bon parrain, il nous rassure quand il parraine quelqu'un. C'est aussi des critères. C'est ça, ouais. Il y a un ensemble de critères intéressants. Ça nous permet d'aller assez loin dans l'intéressement de rejoindre une communauté Léocare. Quand les Tesla Model 3 sont arrivés sur le marché français,
j'espère pas dire une bêtise, je crois que c'est fin 2018, il me semble, ou début 2019, je ne sais plus. Il se trouve que les premiers clients ont été assurés par Leo Care. On avait travaillé l'offre. Le modèle 3, elle a un roof en verre. Ouais. Le toit est en verre. Et à l'époque, personne ne couvrait le toit en verre comme du bris-glace. Et en plus, au début, c'était très stupide. J'ai même envie de dire con, tellement c'est stupide. Il y avait des gens qui coupaient le câble de chargement. Donc il y avait de la bêtise humaine. Et donc on avait écouté ces gens, on avait discuté avec eux, etc. Et on s'était dit, c'est quoi le problème? Et grâce à ça, finalement, on n'est pas très intelligent. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute nos clients, de leurs besoins, on les priorise. On a une méthodologie Lean pour pouvoir traiter ça. Il y a des squads. Les squads, suivant les sujets, produisent. Et c'est comme ça qu'on amène des produits en répondant à nos clients. Eh bien, quand on parlait par rapport à ta question de e-réputation, eh bien, finalement, on n'a même pas cherché à être partenaire du constructeur Tesla, mais sur les réseaux sociaux, sur ces communautés Tesla, c'est là où finalement se passait le business. Et les gens entre eux se passaient le bon plan. Et c'est comme ça qu'on est devenu le premier assureur sur modèle 3. Tu parlais de développement tout à l'heure et de croissance. Vous êtes en train de vous développer à l'international, notamment en Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que l'Espagne ou d'autres pays européens, voire ailleurs dans le monde, sont plus avancés que la France en matière de néo-assurance, comme ça, d'assurance digitale? Alors déjà, ce qui est intéressant, souvent dans le monde des startups, l'Amérique est un peu le Saint Graal. Allons voir à l'ouest. Dans le monde de l'assurance, ça ne l'est pas du tout. Les USA ne sont pas du tout un Graal, pour une simple et bonne raison, que pour des raisons réglementaires, chaque État a une réglementation particulière. Ouais. Alors qu'en Europe, entre guillemets, appelons ça un passeport, qui permet d'aller de la France en Espagne, en Allemagne, grâce à ce modèle de l'Union européenne. Donc le monde de l'assurance, le terrain de jeu européen se fait, on pourrait le dire, assez simplement. Bon, c'est pas une baguette magique, mais appelons ça quand même assez fluide. D'abord, c'est le premier point. Le deuxième point, la France, en termes d'impact des technologies sur le modèle, je pense aussi à des sociétés comme Descartes Underwriting qui doit être dans le top 3 des modélisations data sur les impacts climatiques, etc. au niveau mondial. Donc la France est certainement le plus avancé dans l'usage des technologies, dans le modèle et le parcours client. Après, en répondant à ta question, quel est le secteur le plus dynamique dans cet enjeu de néo-assurance? Indéniablement l'Allemagne. Quand on regarde le nombre de Leo Care qu'il y a, le développement, l'investissement. On a une petite maladie française que j'ai connue dans les télécoms, que j'ai connue dans les médias, etc. C'est que souvent, les acteurs historiques ne cherchent pas forcément à accélérer avec les nouveaux entrants, mais plutôt cherchent à les maîtriser, les capter, voire les briser. Quand je vois ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, je pense à des Munich Re, des Suisse Re, je pense à des Allianz, et je vois des acteurs comme Friday, GetSafe, etc., où on sent une consolidation, une solidarité de la chaîne complète pour faire que c'est ensemble qu'on va transformer le marché, ce qui n'est pas le cas du modèle français, où assez traditionnellement on regarde ça, j'ai envie de dire, si ça peut tomber, c'est quand même mieux pour les acteurs historiques. Oui, tout à fait. C'est ça pour tous les secteurs d'activité, effectivement. Ouais. Voilà. Et donc, je dis toujours, attention, on meurt riche. Quand on a raté un virage, rappelons-nous qu'un acteur comme Nokia en Finlande était leader mondial avec 34%, 35%. Il a juste oublié un petit virage, on le connaît tous. Qui sont devenus, effectivement. Voilà. Et dans le monde de l'assurance aujourd'hui, si on croit que parce qu'on est gros, qu'on a beaucoup de clients, on est protégé, alors que 50% des véhicules électriques arrivent sur le territoire européen, est asiatique, et la majorité d'entre eux sont déjà assurés, ça veut dire qu'on peut perdre ses clients sans ne pouvoir rien faire parce qu'ils sont dans un autre univers avec un abonnement, etc. Ouais. Donc, je pense que l'erreur stratégique est de ne pas jouer pleinement la solidarité collective et de regarder plutôt ça comme une espèce de concurrence. Parce que par rapport à ta question de l'étranger, d'autres pays le regardent beaucoup plus comme une complémentarité de la chaîne pour être plus fort, pour préparer non pas le coup de demain, mais le coup d'après. Et quand on est dans l'assurance est un marché sur des temps longs. Quand on regarde rentabilité, on ne regarde pas à 6 mois, 1 an, on la regarde sur plusieurs années.
ces fameuses cohortes. Et peut-être que ça serait peut-être bien que l'on change notre mindset sur ce sujet. Mais pour répondre à ta question, plutôt la dynamique forte en Allemagne, une vision peut-être plus connectée en Italie et une dynamique en cours qui démarre en Espagne, là où au UK, il a la particularité d'être un produit très tourné comparateur. Ouais. 70% du trafic assurantiel passe par les comparateurs. En France, il y a deux chiffres. Il y a le chiffre qui dit je viens de faire ma souscription par un comparateur, c'est entre 15 et plutôt 15%. Mais il est vrai qu'il y a plus de 15% du trafic à être passé par le comparateur. On comprend ce que je suis en train de dire. Et donc, c'est un marché de prix au UK. Et pour assurer ma 208, je risque de la payer 2 fois plus cher la deuxième année. Ouais. La première année, ça casse ses prix. La deuxième année, tout explose. Donc, ce n'est pas les mêmes modèles. Mais donc, la France a été forte sur les technologies, mais malheureusement, pas assez forte sur l'impact client. À ce jour, quelle est ta plus grande fierté avec Léo Caire ? Waouh. C'est pas... Je crois que je suis pas très à l'aise avec le mot fier. Mais ça doit être un truc de breton. Ouais, il y a un truc, c'est bretonnant ça. T'es pas le seul à nous dire ça. Mais je crois que j'ai toujours plaisir à créer de l'emploi. Par exemple, quand je vois nos collègues qui arrivent là, qui viennent du Pôle emploi, qui travaillent dur pour avoir la certification, nous rejoindre, etc. D'avoir créé un peu plus de 120 emplois aujourd'hui, et puis plus par ricochet d'autres points. Je crois que le premier point, être en situation de créer de l'emploi, de mettre de la valeur sur le territoire, c'est quelque chose d'assez... c'est un des éléments pour lequel, je crois, on a créé aussi Léo Caire et qu'on est fier de développer Léo Caire, que ce soit la partie R&D, tech ou la partie service client en Bretagne, l'emploi. Et puis, modestement, aujourd'hui c'est pas une fierté mais c'est un objectif, de réussir à embarquer avec nous tout l'écosystème français de l'assurance dans cette transformation serait, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, une fierté de démontrer que l'écosystème français, que l'intelligence artificielle c'est pas simplement une technologie que finalement on vend, mais une technologie qu'on s'est appropriée pour acquérir les clients. C'est quoi la grande différence entre beaucoup d'acteurs dont on est fier, certes parce qu'ils ont des brevets, et Google, et Apple, et Tesla? C'est qu'eux, ils ont les clients. Eux, souvent, ils s'approprient les technologies européennes pour acquérir les clients. Et celui qui a les clients, c'est celui qui a le revenu. Et après, il distribue. Et je trouve qu'on a une culture trop technologique et on oublie les fondamentaux, qu'une techno, c'est sympa pour la vendre, ouais. Mais si on ne possède pas le client final, alors la valeur, elle pose un problème. Surtout sur ce type de sujet, en plus long terme. Donc, la fierté d'aujourd'hui, c'est la création de l'emploi. Celle de demain, modestement, eût été de démontrer comment la technologie répond aux besoins de ce marché, ce côté mobilité as a service, pour pouvoir s'exporter et démontrer que la souveraineté, qui nous est tous chère, elle vient aussi de la Bretagne sur ce sujet. On a parlé des assurances auto, des assurances habitation. Est-ce que demain, vous avez pour ambition de vous positionner sur la santé ? Ou est-ce que c'est un marché qui est complètement fermé, verrouillé ? Quand on a démarré Léo Caire avec Noureddine, on a voulu démarrer sur la santé. Rappelez-vous, 2015-2016, les Google Glass, la montre connectée où on avait le cardio. Google avait sorti des lentilles dans lesquelles on avait la glycémie. Donc on pouvait, grâce aux lentilles, avoir la glycémie, etc., etc. Nous, on était dans cet univers, on vendait ça, entre guillemets, tous les jours en innovation. On s'est dit 22... par rapport à la dimension santé, par rapport aux citoyens, on va faire un truc incroyable. Et là, on a pris une énorme baffe, parce que pour être capable d'abord de récupérer le pouls de quelqu'un, vous imaginez les enjeux, ouais. C'est une chaîne de valeur très complexe en termes de lobbying, entre mettre d'accord un médecin, la sécurité sociale, les grands pharmacos, etc., etc. On s'est dit, on ne sera pas à la retraite, qu'on n'a même pas pu assurer le premier par rapport à cet aspect innovation, technologie. Ouais. Donc,
On continue toujours à avoir des idées. La problématique, c'est que quand on fait de l'assurance de biens, entre l'assuré et les hawkers, on a une relation directe et on peut vous apporter immédiatement de la valeur comportementale, du prix, etc. Dans la chaîne de valeur santé, il y a beaucoup d'intermédiaires, ce qui rend compliqué et certainement normalement des enjeux de déontologie, de data, de protection, etc. qui sont relativement fortes, Bien sûr, ouais. qui de mon point de vue amènent encore des freins pour un bon bout de temps, pour anticiper, je ne sais pas, un cancer de la peau, ça peut se gérer, le suivi, post d'un cancer de la peau, peut se travailler aussi avec la distance, avec un téléphone, pour voir comment évolue, plutôt que de venir tous les mois prendre son rendez-vous avec son professeur. Ouais. Il y a des choses comme ça qui ont du sens de plus en plus. Dans quel contexte on peut le faire, ça reste toujours compliqué. Donc pour nous aujourd'hui, humblement, modestement, c'est pas un sujet de demain. Comment tu vois les hawkers à l'horizon 2025 ou 2030 ? Nous, c'est sur mon PC, si je vous le montre, il y a une petite étoile. La première valeur de l'Eoker, c'est rebelle pour atteindre les étoiles. C'est la première valeur de l'Eoker. C'est joli. Rebelle pour atteindre les étoiles. Et donc, chaque collègue, quand il a terminé sa période d'essai chez l'Eoker, on lui achète une étoile. Et la mienne, elle s'appelle, comme vous voyez en anglais, 1 million premium, ce qui veut dire 1 milliard de primes. Donc, je vais répondre à ta question en disant que sur un marché auto-habitation, dont je disais tout à l'heure, qui pèse une trentaine de milliards, d'embarquer au moins 1 milliard pour peser finalement sur le marché, démontrerait à la fois une empreinte sociétale, c'est-à-dire une marque, et on est là aussi pour créer une marque, et certainement de pouvoir répondre à un modèle. Et si tout ça, c'est du BZH, on sera d'autant plus fiers. On arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à toutes nos questions. Justement, tu parlais de BZH et de chauvinisme un tout petit peu, mais c'est normal, on est breton. Quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Mon endroit préféré en Bretagne, je vais vous le montrer, parce que je l'ai sur mon téléphone. J'adore. C'est une femme. Elle est sur le port de Portsmouth. Voilà, je vous la montre. Donc c'est la Bigoudaine. C'est elle qui marque presque la partie limitrophe entre la Bigoudini et le reste du monde. Et voilà, je trouve que cette femme qui regarde, en l'occurrence, elle regarde vers la mer, comme si elle regardait vers les États-Unis. J'aime à la fois cette dureté, comme on est un peu breton, cette élégance quand même. On voit qu'elle est élégante, elle porte fièrement, elle reste humble. Voilà, c'est ça ma réponse. Et donc pour ceux qui n'ont pas la chance de voir la photo, c'est une belle statue en granit qui représente effectivement une bigoudaine en tenue traditionnelle. Donc Portsmouth, pour ceux qui ne savent pas, c'est à Plounec, dans le département 29. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Je pense que c'est de solidarité. On le disait tout à l'heure, quand on discute ici, on est à la French Tech Brest, quand on discute avec la French Tech Rennes, où on travaille plus, avec l'équipe de Daniel Gergès. Premier sujet, je dirais solidaire. Être à la création, au développement, dans la difficulté, voilà. J'ai vraiment confiance, quel que soit le contexte auquel on est confronté, que breton veut dire solidaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, l'humilité. Je trouve qu'on a des industriels, je ne vais même pas me comparer, ce serait ridicule, mais quand je pense à ce qu'a créé Jacques Verlin, quand on pense au groupe Manoir, quand on pense d'ailleurs à beaucoup de Jacques d'ailleurs sont membres de ce fameux club des 30. Voilà, on ne se rend pas compte, on a un tissu industriel incroyable, et pour autant, ce sont des gens relativement humbles et accessibles. Donc je crois que pour moi, c'est solidaire, humble, et puis quand même tourné vers la mer, parce que je crois qu'on est entouré de mer, à part côté île-et-Vilaine, et il y a quand même peu ou prou une âme marin, et quand on a l'âme marin, je pense qu'on n'a pas peur aussi de la découverte. Des fois, c'est plat, des fois, il y a des vagues. Donc je pense qu'il y a une capacité aussi d'adaptation. Solidarité, humilité et adaptatif. Et dernière question, quelle est pour toi l'entreprise à suivre en Bretagne ? L'entreprise qui t'inspire ? Celle que je connais le mieux, parce qu'elle est dans l'assurance et que je connais bien son fondateur, c'est, je disais, le groupe Verlingue. Je crois que c'est la 3e ou 4e génération. Je crois que Benjamin doit être la 4e génération de la famille à la tête de l'entreprise. C'est une croissance, c'est une entreprise née en Bretagne qui aujourd'hui devait être dans 6 ou 7 pays. Donc d'avoir réussi
et la croissance internationale et réussir à faire passer ce patrimoine par des générations, je pense que ça dénote un savoir-faire éclairant. Et tout ça avec humilité, comme tu le disais. Et tout ça avec humilité. Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à nos questions. Avant de te laisser partir, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site web de Leocare ? Alors, Leocare, www.leocare.eu. Et puis surtout, je vous invite à le récupérer dans votre appli, sur votre téléphone, que ce soit sur Apple Store ou Google Play, en un clic, et vous êtes libre. Super. Et si nos auditeurs ont envie de discuter avec toi, est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, j'essaye. Je n'ai peut-être pas toujours la réactivité, mais de la même façon qu'on m'a toujours aidé, j'essaye d'aider au maximum, que ce soit par de l'enseignement, par du temps. J'essaye de ne pas prendre d'engagement que je ne sais pas tenir, mais j'essaye d'être réactif. Sur LinkedIn, assez basiquement, Christophe Dandois. Sur Instagram, si vous voulez voir des bigoudens ou des photos de mouettes, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en effet, voilà. Et aussi au travers du site web, mon mail c'est simple, c'est christophe@leocare.fr. Super, un grand merci Christophe. Merci à vous, merci. Et je suis très très fier d'être reçu dans Plein Phare. Merci beaucoup. Un grand merci à Christophe Dandois de nous avoir présenté sa start-up Leocare. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Christophe, vous pouvez retrouver le lien de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve non pas d'ici 15 jours, mais après notre pause estivale en septembre. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. Passez un bel été!